vrai, pose des diagnostics de troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, sur Instagram, les commentaires sous la plupart de ces publications sont modérés. Seuls quelques-uns sont visibles, ce qui n'est pas forcément possible d'ailleurs sur d'autres plateformes telles que X. Ariana Grande a tenté à plusieurs reprises dès 2023 de calmer sa communauté, de lui demander d'arrêter de commenter son physique, assurant qu'elle est en bonne santé, mais sans succès. Et on en parle parce que la polémique a été lancée il y a quelques jours. Oui, notamment avec la sortie du clip de sa nouvelle chanson Pétale et les nombreux commentaires qui en découlent. La chanteuse a fini par dire stop. Elle a annoncé qu'à la fin de sa tournée le mois prochain, elle ferait une pause des commentaires omniprésents et incessants, dit-elle. Et cela pose la question de la déshumanisation de certaines célébrités. Oui, sans cesse scrutées, en particulier quand elles sont des femmes, sur leurs moindres faits et gestes. Et c'est dangereux pour elles et pour leurs fans, comme l'explique une experte du Centre flamand de connaissance des troubles alimentaires et problèmes de poids. Quelle que soit la raison derrière ces commentaires, réelle préoccupation ou volonté de nuire, le poids est une question privée, explique l'experte dans The Standard. Il n'appartient pas à une personne extérieure de diagnostiquer la préoccupation, même si elle est sincère, et plutôt de se demander comment aider quelqu'un, si problème de santé il y a d'ailleurs, et cela appartient à la personne concernée et à son entourage, encore une fois. Par ailleurs, commenter l'apparence de ces femmes sur les réseaux, poser des diagnostics non professionnels, ce n'est pas dangereux uniquement pour la personne concernée, mais pour toutes celles qui vont lire ce commentaire. La responsabilité de ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux nous incombe à toutes et tous. Ces commentaires occultent depuis plusieurs années tout ce qu'Ariana Grande fait, sa musique, son travail d'actrice, son apparence a pris le dessus sur tout le reste, explique The Standard. Et cela renvoie encore une fois un message aux internautes bien réel derrière leur téléphone. Être belle devient plus important que ce que l'on fait dans la vie. Être belle prend le dessus sur tout le reste. Cela empêche, selon la psychologue interrogée dans The Standard, d'investir dans des choses qui apportent un réel bonheur. Et les experts interrogés dans le journal mettent aussi en avant le rôle des réseaux sociaux. Oui, voilà, les algorithmes des réseaux sociaux qui amplifient de manière pernicieuse ce message envoyé en priorité aux jeunes filles et femmes, que la beauté est tout ce qui compte, des vidéos qui popent de temps en temps pour nous rappeler qu'il faut manger ça plutôt que ça, que tel masque pour le visage vous empêchera d'avoir des rides, et qui finissent finalement, ces vidéos, par occulter tout le reste de vos préoccupations. Selon l'experte dans The Standard, c'est pour cela que le message aussi d'Ariana Grande est fort quand elle dit « ça suffit », c'est une réaction saine pour rompre un cercle vicieux. Merci beaucoup Estelle. Vous avez quoi comme pub en ce moment, vous, sur les réseaux sociaux ? Moi, je vais pas mentir. C'est à quoi vous vous intéressez ? Mais justement, je m'intéresse à plein de choses et c'est ça qui est intéressant avec le sujet, c'est que malgré le fait que je m'intéresse à plein de choses, les vidéos qui reviennent le plus souvent, et c'est aussi parce que j'ai un intérêt pour ça, c'est tout ce qui concerne la beauté, le maquillage, les masques de visage, les soins, etc. Et ok, je m'y intéresse, mais c'est pas la seule chose qui m'intéresse dans la vie. Il faut garder. Et pourtant, ça revient souvent. C'est ça, le regard critique de journalistes. Merci beaucoup Estelle pour ce décryptage. Les bonnes colonnes reviennent demain matin. Une autre manière de lire l'actu et d'en comprendre les enjeux. Dans quelques minutes, notre invité culture de l'été ce matin, Cynthia Ezarelli, reçoit Amélie Dehoué pour son roman Petite Crasse, publié chez Sarbacane. On y suit Judith, 11 ans, contrainte de vivre chez sa grand-mère après l'accident de sa maman. Un récit à hauteur d'enfant, à la fois tendre, lucide et profondément touchant. Ce sera juste après Aurel sur RTBF La Première avec son titre Là-bas. Bienvenue, merci de nous suivre.
Brel sur RTBF, la première avec Là-bas. Tous les matins de l'été, la culture a rendez-vous dans Matin Première. Au fil de semaine, nous recevons celles et ceux qui font l'actualité culturelle. Bonjour Cindy Ezarelli. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous recevez qui ce matin? On reçoit Amélie Dehoué, on va parler de Petite Crasse, roman paru aux éditions Sarbacane, et ça démarre en 1989 à Villers-Saint-Aude, VSA pour les intimes, une petite ville de Wallonie avec son cours d'eau, ses fêtes folkloriques, son 15 août et sa Villante. Ne la cherchez pas sur la carte, elle n'existe pas cette ville. Et on suit Judith qui a 11 ans lorsqu'un dimanche de juin, un chien la mord au visage et lui arrache un morceau d'oreille, et le lendemain sa mère est victime d'un terrible accident de moto et sombre dans le coma. Alors aucun lien entre les deux événements, mais pour la petite Judith c'est une évidence, cette morsure a réveillé quelque chose en elle, un sentiment de catastrophe, et c'est le point de départ de ce roman qui est donc signé Amélie Dehoué. Bonjour. 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 Bienvenue. Amélie, vous êtes autrice originaire de la région de Namur, de Salzine, qui sert d'inspiration pour le décor de ce roman. Un roman qui est destiné aux adolescents, il est paru dans la collection jeunesse chez Sarbacane, mais qui touche à des questions vraiment universelles, l'entrée dans la puberté, la naissance du désir, la honte, et puis les croyances qu'on se fabrique pour survivre, et qui sont, comme je l'ai dit, le point de départ de ce roman, vu que Judith, qui va être l'héroïne de votre histoire, établit un lien entre ces deux événements qui n'en ont objectivement aucun, en fait, la morsure de ce chien et puis l'accident terrible qui va plonger sa maman dans le coma, et cette conviction qu'elle porte en elle quelque chose de mauvais et qui va devenir pour cette jeune fille en construction une manière de lire le monde. Alors à quel moment le personnage de Judith a émergé chez vous, et à quel moment peut-être cette idée de culpabilité s'est imposée comme le cœur du roman? Alors, le personnage de Judith, il s'est imposé tout de suite dans l'écriture. En fait, il s'est imposé avec la scène, enfin une des scènes inaugurales. Je spoil rien parce que c'est vraiment au tout début, où elle surprend sa mère avec son amant et où elle décide de rester et de regarder. Et donc, il y a déjà quelque chose d'assez transgressif dans cette décision. Et donc, du coup, ce personnage, c'est vraiment d'entrée de jeu imposé avec ce fil rouge de l'entrée dans le désir et l'impossibilité de mettre des mots, en fait, parce qu'elle est jeune, elle est en 6e primaire, c'est des choses qu'on intuitionne, on ne sait pas trop bien ce qui se passe, c'est le début des changements dans le corps, et donc du coup, en fait, je pense qu'elle vient aussi, elle évolue aussi dans une école catholique où clairement toutes les choses qui sont liées à la sexualité ou au corps de manière générale sont clairement vues comme le diable. Et donc, elle fait un amalgame. Et comme il n'y a personne dans son entourage pour mettre des mots sur ce qui la traverse, et comme elle n'est pas en mesure non plus de mettre des mots sur ce qui la traverse, elle fait un amalgame. Voilà. Entre ses désirs naissants et ce sentiment de culpabilité. Il y a d'ailleurs une scène terrible qui se passe à l'école chez la mère supérieure qui m'a laissé glacée. Et ce qui est très beau dans ce Petite Crasse, c'est que Judith ne découvre pas seulement son corps, elle découvre le désir. Donc on l'a dit, en surprenant sa mère avec un amant, puis à travers ses sensations. Et puis chaque émotion devient une source de honte chez elle. Ça raconte aussi une certaine forme d'éducation des jeunes filles jusqu'à il y a peu. C'est-à-dire là, on est au tout début des années 90 et on sent que ce sentiment de culpabiliser, cette intériorisation de la faute, elle est encore très très présente. Oui, mais c'est ça qui m'intéressait. Et je pense que c'est notamment pour ça que j'ai placé le récit de 89 à 95, parce que ça me permettait d'avoir ce décalage historique dans le temps, et puis de le placer aussi à VSA, qui est clairement pas la ville la plus progressiste du monde. Et donc, je pense que c'était ça qui m'intéressait, c'était d'aller voir, tiens, comment se construit, ou s'est construit